Je me suis évanoui d'épuisement et je me suis réveillé en soins intensifs. Mon père m'a laissé là et s'est envolé pour Hawaï avec ma mère et ma sœur. 5 jours plus tard, il est revenu en trombe exigeant que je sois libéré. La réception lui a remis le registre des visiteurs. Il l'a feuilleté puis a pâli. Un nom encore et encore chaque nuit. Il a reculé en chancelant en criant « Non. Cela ne peut pas être vrai. » Mon nom est Ivy Ellison et j'avais 30 ans quand je me suis réveillé en soins intensifs et que j'ai réalisé que les personnes que j'avais passé ma vie à protéger m'avaient abandonné. Il y avait un tube dans mon bras. Un moniteur était à côté de mon lit. Une infirmière disait que mon cœur s'était presque arrêté après que mon corps eut lâché par épuisement. J'ai essayé de demander où était ma famille mais ma gorge était comme du papier de verre. L'infirmière a détourné le regard une demi-seconde de trop et c'est comme ça que j'ai su que la réponse était mauvaise. Mon père avait emmené ma mère et ma sœur à Hawaï pendant que j'étais inconsciente. Pas un voyage retardé. Pas un vol de retour d'urgence. Ils avaient embarqué dans l'avion le jour même où l'hôpital leur avait dit que je devais être surveillé dans l'unité de soins intensifs. Le voyage a été payé avec mon argent. L'hôtel. Les vols. Les photos au bord de l'océan. Tout cela. Pendant 5 jours j'ai été entouré de machines. D'inconnus et de murs de verre pendant que ma famille postait des photos souriantes sous les palmiers. Puis mon père est revenu. Il n'a pas couru vers ma chambre. Il n'a pas demandé si je me souvenais de ce qui s'était passé. Il s'est précipité à la réception. Coup de soleil et en colère. Il exigeait que l'hôpital me libère parce que je rendais tout plus compliqué que nécessaire. La femme à la réception lui a dit qu'il y avait un registre qu'il devait d'abord examiner. J'ai regardé depuis le couloir alors qu'il prenait le registre des visiteurs et le feuilletait. Un nom apparaissait encore et encore. Chaque nuit. Des heures d'affilée. Un homme dont on ne m'avait jamais dit qu'il existait. Mon père a cessé de respirer un instant. Son visage est devenu gris. Puis il a reculé en chancelant et a crié « Non. Cela ne peut pas être vrai. » Avant que je vous dise quel nom figurait sur ce registre des visiteurs. Dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait là-bas. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Parce que ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement exposé un secret. Cela a détruit le mensonge familial que je portais depuis 30 ans. Avant les soins intensifs. Avant le registre des visiteurs. Avant que le visage de mon père ne prenne la couleur du ciment humide. Ma vie se réduisait déjà autour d'un seul mot. La famille. Le nom de mon père était Martin Ellison. Dans notre maison sa parole était traitée comme la météo. Vous ne discutiez pas avec elle. Vous ajustiez votre vie autour d'elle. Ma mère Paula était plus douce en public. Derrière des portes closes elle se tenait toujours à ses côtés. Même si se tenir à ses côtés signifiait me marcher dessus. Ma jeune sœur Bruna était celle que tout le monde protégeait. Elle avait 26 ans. Jolie de cette façon sans effort des réseaux sociaux. Filmant toujours des tasses de café. Des miroirs d'hôtel. Des fenêtres d'aéroport. Et appelant cela du travail. J'étais la responsable. C'était l'étiquette qu'il m'avait donnée quand j'étais trop jeune pour comprendre que ce n'était pas un compliment. Je vivais à Boston et travaillais comme responsable principal des incidents de cybersécurité chez Sentinel Harbor System. C'était une entreprise qui protégeait les réseaux hospitaliers contre les attaques de rançongiciel. Mon travail était stressant mais il était important. Quand un système hospitalier tombait en panne, des chirurgies étaient retardées. Des dossiers de patients disparaissaient et de vraies personnes souffraient. J'étais doué dans ce que je faisais. Et parce que j'étais doué, les gens continuaient à m'en demander plus. Mon salaire semblait impressionnant sur le papier. Mais le papier ne montrait pas l'argent qui disparaissait chaque mois. L'entreprise de Martin avait besoin d'aide pour couvrir la paie. Paula avait besoin que sa carte de crédit soit payée avant que cela n'affecte son image au sein du comité de l'église. Bruna avait besoin d'un nouvel appareil photo. D'un nouvel ordinateur portable de montage. D'un nouveau dépôt de garantie pour un appartement. D'une nouvelle tenue pour un voyage de marque. D'une nouvelle urgence qui d'une manière ou d'une autre était toujours accompagnée d'un reçu de luxe. Pendant 6 ans j'ai gardé une feuille de calcul cachée dans un dossier appelé impôt. Chaque transfert. Chaque chèque. Chaque promesse qu'il me rembourserait. 163 000 $.
Ce chiffre m'a dévisagé un dimanche soir alors que Martin était sur haut-parleur en disant « Ivy, ne rends pas les choses difficiles. Le voyage de Brenna à Hawaï est important. Ce n'est pas des vacances. C'est une opportunité. Elle a des marques qui la regardent. Si elle fait cela correctement, cela pourrait changer sa vie. » J'étais assise sur le sol de ma cuisine avec mon ordinateur portable ouvert parce que j'avais été trop fatigué pour aller jusqu'au canapé. Hawaï était censé être le voyage de création de contenu pour les fiançailles de Brenna. Un lancement en douceur pour sa série de mariages plus des réunions avec 2 sponsors de voyage de charme qu'elle poursuivait depuis des mois. Martin, Paula et Brenna y allaient tous. Pas moi. J'avais du travail et honnêtement j'étais soulagé. Mais d'une manière ou d'une autre je payais quand même les vols. Le surclassement d'hôtel. La voiture de location. L'acompte du photographe. L'acompte du dîner de bienvenue. 11 400 $ avant même que quiconque ait fait une valise. J'ai dit à Martin que je ne pouvais pas couvrir davantage. Il est devenu silencieux et c'était pire que de crier. Puis il a dit, après tout ce que cette famille t'a donné, tu vas vraiment compter les dollars maintenant. J'ai ri une fois. Non pas parce que c'était drôle mais parce que mon corps ne savait pas quoi faire d'autre. Qu'est-ce qu'il m'avait exactement donné? Un nom de famille? Une chambre avec la plus petite fenêtre? Une enfance où l'amour venait avec des factures? Martin a dit, tu n'as pas de mari. Pas d'enfant. Pas de vraies obligations en dehors de ce travail informatique. Ta sœur construit un avenir. Arrête d'agir comme si l'aider était une sorte de punition. Paula a ajouté doucement, chérie, tu sais que Brenna est plus fragile que toi. Tu as toujours été plus forte. Cette phrase m'a suivi toute ma vie. Tu es plus forte. Traduction, tu as besoin de moins. Tu peux encaisser plus. Tu peux être blessé et continuer à fonctionner. Alors j'ai transféré l'argent. Je me suis dit que c'était la dernière fois. Les gens comme moi disent toujours que la dernière fois devient un pont vers la prochaine fois. Cette nuit-là, alors que je regardais l'écran de confirmation, j'ai remarqué quelque chose de petit mais de familier. Mes mains tremblaient. Ma poitrine était oppressée. Ma tête battait derrière mes yeux. J'avais ignoré ces signes pendant des semaines. Martin aurait dit que je faisais des drames. Paula aurait dit que j'avais besoin de sommeil. Brenna m'aurait envoyé un emoji au visage triste et m'aurait ensuite demandé si je pouvais aussi payer son rendez-vous de bronzage par pulvérisation. Aucun d'eux ne se serait demandé pourquoi une femme de 30 ans avec un travail à 6 chiffres avait l'air de disparaître lentement. J'ai fermé la feuille de calcul et ouvert mon tableau de bord de travail. Un client hospitalier dans le Rhode Island venait de signaler un trafic suspect. Une autre longue nuit commençait et je n'avais aucune idée que ce serait le début de la fin de mon ancienne vie. La semaine où je me suis effondré, Sentinel Harbor gérait la plus grande crise que nous ayons jamais vue. Un réseau d'hôpitaux régionaux avait été frappé par une cyberattaque coordonnée. Mon équipe était chargée de la contenir avant que les systèmes des patients ne tombent complètement en panne. Je vivais de café noir, de barres protéinées et de 3 heures de sommeil. Mon calendrier ressemblait à une scène de crime. Examen de l'incident à 6:00 du matin. Réunion de direction à 8:00. Appel des fournisseurs à 10:00. Appel juridique à midi. Salle de crise avec les clients jusqu'au dîner. Puis surveillance de nuit parce que les attaquants aiment les heures où les personnes épuisées font des erreurs. Mon patron m'a dit que j'étais la seule personne qui pouvait garder toutes les pièces ensemble. Cela ressemblait à de la confiance. C'était en fait de la pression portant une belle veste. Le mercredi, j'oubliais des mots de base. Le jeudi, j'ai dû me tenir au bord de mon bureau quand je me levais trop vite. Le vendredi, mon cœur se mettait soudain à battre la chamade alors que j'étais assis sans bouger. Comme si mon corps essayait de s'enfuir sans moi. J'ai failli appeler mon médecin mais Martin a appelé en premier. Il avait besoin que je vérifie un paiement de fournisseur pour son entreprise parce qu'un de ses chèques avait été refusé. J'ai dit, papa, je ne me sens pas bien. Il a soupiré comme si ma santé était un mauvais service client. Ivy, tout le monde est fatigué. Tu crois que je n'ai jamais été fatigué de t'élever? Brenna part demain. Ne gâche pas cette semaine. Ce mot gâché m'a frappé plus durement qu'il n'aurait dû. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas refusé. J'avais simplement dit que je n'allais pas bien.
Et d'une manière ou d'une autre cela est devenu une menace pour le bonheur de Brenna. Paula a pris le téléphone et a adouci la lame. Ma chérie, ton père est stressé. Aide-le juste ce soir et ensuite repose-toi ce week-end. Mais j'étais de garde ce week-end-là. Il le savait. Il s'en fichait tout simplement. À 23h18 cette nuit-là j'étais seul dans le bureau de Sentinel Harbor à Boston. Je regardais 3 moniteurs pleins de journaux de serveurs. La ville à l'extérieur des fenêtres était noire et argentée. À l'intérieur les lumières étaient trop vives. L'air trop froid. Mon corps semblait appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai tendu la main vers ma bouteille d'eau et je l'ai ratée. Mes doigts ont frôlé le plastique mais ne se sont pas refermés autour. Je me souviens avoir regardé ma main et pensé, c'est étrange. Puis les chiffres à l'écran sont devenus flous. Une ligne de code s'est étirée sur le côté comme si elle fondait. Ma poitrine s'est serrée. Pas brusquement. Mais lourdement comme si quelqu'un avait placé une pierre sous mes côtes. J'ai essayé de me lever. Le sol a basculé. Je me souviens du son de ma chaise roulant vers l'arrière. Je me souviens avoir pensé que je devrais appeler quelqu'un. Pas mon père. Pas ma mère. Quelqu'un d'utile. Puis tout est devenu blanc sur les bords et a disparu. Un agent de sécurité m'a trouvé 12 minutes plus tard. À minuit j'étais dans une ambulance. À 0.41 j'étais au centre médical du Commonwealth. Je ne sais cela que parce que l'infirmière me l'a dit plus tard. Mon diagnostic officiel était un épuisement sévère compliqué par une myocardite aiguë. Une arythmie dangereuse. Une déshydratation et une instabilité cardiaque induite par le stress. En termes normaux mon cœur avait été enflammé. Surmené. Sous-alimenté et ignoré jusqu'à ce qu'il lâche presque. Parce que j'étais inconsciente et instable l'hôpital a appelé mon contact d'urgence. Martin n'a pas répondu au premier appel. Ni au deuxième. Ni au troisième. À 6.32 du matin il a finalement décroché. La note dans mon dossier disait, père informé. La famille déclare qu'elle arrivera sous peu. Ils sont arrivés à 9.10. Martin, Paula et Brenna. Ma famille est restée pendant 28 minutes. 28 minutes après 30 ans. Brenna ne s'est pas approchée du lit. Elle est restée près de la porte parce que selon l'infirmière les hôpitaux la rendaient anxieuse et elle ne voulait pas pleurer avant son vol. Paula a demandé si je pouvais les entendre. Martin a demandé combien de temps durait généralement l'observation en soins intensifs et si la sortie pouvait se faire rapidement si je me réveillais. Le médecin lui a dit que j'étais stable mais dans un état critique. Stable mais critique. Martin n'a entendu que le premier mot. À 10.04 du matin il est sorti dans le couloir et a appelé la compagnie aérienne. À 10.16 Paula a demandé à l'infirmière si l'hôpital les appellerait si quelque chose changeait. À 10.22 Brenna a posté une photo de sa valise avec la légende « J'essaie de rester positive avant le paradis ». À 10.31 ils sont partis. Leur vol pour Honolulu partait ce soir-là. Les billets n'étaient pas remboursables. L'hôtel n'était pas remboursable. Le photographe n'était pas remboursable. Apparemment j'étais la seule chose dans leur vie qu'ils étaient prêts à laisser derrière eux. Avant d'embarquer Martin m'a laissé un message vocal. Sa voix était calme et presque agacée. Ivy, les médecins disent que tu es stable. Nous allons continuer le voyage à Hawaï parce qu'il n'y a rien que nous puissions faire en restant assis dans un hôpital. Ne panique pas quand tu te réveilleras. Nous prendrons des nouvelles. Essaie de ne pas rendre cela plus difficile pour ta mère et ta sœur. Il n'a pas dit qu'il m'aimait. Il n'a pas dit qu'il avait peur. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Le message vocal s'est terminé avec le bruit de l'aéroport en arrière-plan et Brenna riant du fait qu'elle avait besoin d'un siège côté fenêtre. La première nuit où ma famille était à Hawaï, un homme est entré au centre médical du Commonwealth juste après minuit. Il n'était pas habillé comme quelqu'un qui s'était précipité hors du lit. Il portait un manteau sombre sur une chemise blanche. Pas de cravate. Des cheveux argentés peignés en arrière. Un visage pâle d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. Il est allé à la réception et a demandé l'étage des soins intensifs. La réceptionniste a demandé à qui il rendait visite. Il a dit mon nom. Ivy Ellison. Elle a demandé sa relation avec moi. Il a fait une pause assez longue pour qu'elle lève les yeux de l'ordinateur. Puis il a dit, famille.
Son nom était Caleb Winslow. Je ne le savais pas encore. Je ne savais pas qu'il avait pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Marché jusqu'au mur de verre à l'extérieur de ma chambre et s'était arrêté comme si son corps ne pouvait pas franchir une ligne invisible. Je ne savais pas qu'il était resté là pendant près de 2 heures sans s'asseoir. L'infirmière de nuit d'Anna Ruiz l'a remarqué parce que les infirmières des soins intensifs remarquent tout. Il n'a pas fait les 100 pas. Il n'a pas passé d'appel. Il n'a pas dérangé le personnel ni exigé des informations qu'il n'avait pas le droit légal de recevoir. Il a juste regardé les moniteurs à travers la vitre et m'a regardé comme s'il comptait chaque respiration. Dana s'est finalement approchée de lui et a demandé s'il avait besoin d'aide. Il a dit, « J'ai juste besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. » Dana lui a demandé s'il voulait entrer. Il a regardé la porte puis m'a regardé. « Pas encore, a-t-il dit. Je ne suis pas sûr de le mériter. » Cette phrase est restée avec Dana. Elle m'a dit plus tard que la plupart des familles en soins intensifs s'effondrent bruyamment ou s'accrochent fermement. Caleb n'a fait ni l'un ni l'autre. Il portait le chagrin comme un verre d'eau rempli à ras-bord en faisant attention à ne pas le renverser parce que quelqu'un d'autre pourrait glisser. Avant qu'il ne parte, Dana lui a demandé de signer le registre des visiteurs. Il a écrit Caleb Winslow. Relation, famille. Arrivée, 0.14. Départ, 2.31. La nuit suivante il est revenu plus tôt. Cette fois il a apporté un dossier. Il a demandé à parler au médecin traitant. Non pas comme quelqu'un essayant de me contrôler mais comme quelqu'un offrant des antécédents médicaux pertinents. Il a dit qu'il y avait un modèle familial d'inflammation cardiaque et d'arythmie. Mais aussi d'effondrement soudain sous stress physique. Il a dit, je comprends les règles de confidentialité. Je ne vous demande pas de confirmer quoi que ce soit que vous ne pouvez pas confirmer. Je vous demande de considérer ces informations si elles l'aident. Le médecin a pris le dossier. Ces informations ont changé la façon dont ils m'ont surveillé. Ils ont commandé des tests supplémentaires. Ils ont ajusté les médicaments. Ils ont détecté un modèle de rythme dangereux avant qu'il ne se transforme en quelque chose de pire. Caleb ne m'a pas sauvé parce qu'il était riche ou puissant. Il m'a sauvé parce qu'il s'est présenté avec la seule chose que ma famille n'avait jamais pris la peine de me donner. De l'attention. La 3e nuit il est finalement entré dans ma chambre. Dana a regardé à travers la vitre alors qu'il se tenait à côté du lit. Il n'a pas touché ma main au début. Il avait l'air terrifié de me déranger. Après un long moment il a rapproché la chaise de visiteur et s'est assis. Dana n'a pas pu entendre ce qu'il a dit mais elle a vu sa bouche bouger. Plus tard quand elle lui a demandé il a seulement dit, je lui ai dit que j'étais désolé d'avoir mis autant de temps. Pendant 5 jours son nom a rempli le registre des visiteurs. Caleb Winslow de 23.52 à 2.40. Caleb Winslow de 22.18 à 10.05. Caleb Winslow de 0.03 à 4.11. Caleb Winslow chaque nuit. Martin Ellison. Aucune entrée après le premier matin. Paula Ellison. Aucune entrée. Brona Ellison. Aucune entrée. Quand je me suis réveillé ma gorge me brûlait et mon corps me semblait brisé en morceaux séparés. La première chose claire que j'ai vue était la chaise vide à côté de mon lit. La deuxième était une couverture pliée placée soigneusement à mes pieds. La troisième était un gobelet en papier rempli d'eau glacée avec une paille pliée vers moi. Comme si quelqu'un avait pensé à l'angle exact que ma main faible pouvait atteindre. Dana est entrée et a souri comme si elle m'avait attendu de revenir de quelque part très loin. « Vous nous avez fait peur » a-t-elle dit. J'ai essayé de parler mais seul un grincement est sorti. « Famille ?» Son sourire s'est estompé. Ils sont à Hawaï. J'ai fermé les yeux. Même à moitié sous sédatif. Même entouré de machines. J'ai ressenti de l'humiliation avant de la tristesse. Bien sûr ils y étaient. Puis Dana a dit, mais vous n'étiez pas seul. Il y avait quelqu'un ici chaque nuit. J'ai rouvert les yeux. Qui ? Elle a hésité puis m'a tendu la tablette avec le registre des visiteurs. Un nom encore et encore. Caleb Winslow. Je l'ai fixé jusqu'à ce que les lettres cessent de ressembler à des lettres et commencent à ressembler à une porte devant laquelle je m'étais tenu toute ma vie sans savoir qu'elle était là. Martin est rentré d'Hawaï le 5e jour. Non pas parce que je lui manquais mais parce que quelque chose à la maison avait besoin de moi.
J'ai appris plus tard que son compte professionnel avait été gelé après un litige de paiement. La seule personne qui savait comment accéder aux documents de sauvegarde, c'était moi. Brona avait aussi une facture de sponsor qui devait être corrigée avant de pouvoir être payée pour le contenu d'Hawaï. Alors mon père, qui n'était pas revenu quand mon cœur était instable, est revenu quand son argent l'était. Il est arrivé au centre médical du Commonwealth portant une chemise en lin et un coup de soleil coûteux. Paula était derrière lui, silencieuse et nerveuse. Brona les suivait, l'air irrité, comme si l'hôpital avait interrompu son tableau d'inspiration de vacances. Martin n'est pas venu directement dans ma chambre. Il est allé à la réception et a annoncé qu'il ramenait sa fille à la maison. La réceptionniste nommée Marabelle a vérifié le dossier et lui a dit que je n'étais pas autorisé à sortir. Martin s'est penché en avant et a baissé la voix de cette façon que les hommes ont quand ils croient que le volume est indigne d'eux mais que le contrôle ne l'est pas. Je suis son père. Je décide de ce qui est le mieux pour elle. Marabelle est restée polie. Monsieur, votre fille est une patiente adulte. L'équipe médicale doit l'autoriser à sortir et elle doit donner son consentement. Il a rétorqué que j'étais confuse. Que l'hôpital réagissait de manière excessive. Que les frais de soins intensifs étaient ridicules et que j'avais toujours été dramatique sous la pression. Puis il a dit quelque chose qui a poussé Marabelle à le regarder différemment. Il a dit « Je veux savoir qui est venu ici » et lui a rempli la tête de bêtises. Marabelle lui a dit qu'il y avait eu une demande de la part d'un défenseur des patients et des visites répétées d'un contact familial enregistré. Martin s'est figé. Quel contact familial ? Marabelle a dit qu'avant de pouvoir discuter des détails de l'accès aux soins, il devrait examiner et vérifier le registre des visiteurs car il semblait y avoir un litige relationnel. Elle a tourné la tablette vers lui. J'étais assise dans un fauteuil roulant près des portes des soins intensifs parce que Dana venait de m'emmener faire une courte promenade supervisée. J'ai vu Martin prendre la tablette. J'ai vu son pouce glisser une fois. 2 fois. 3 fois. J'ai vu la seconde exacte où son monde s'est fissuré. Caleb Winslow. Caleb Winslow. Caleb Winslow. Chaque nuit. Famille. La bouche de Martin s'est ouverte mais aucun son n'en est sorti. Paula s'est approchée et a vu le nom et s'est agrippée au comptoir comme si ses genoux avaient lâché. Brona a dit « Papa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Martin a reculé du bureau en tenant toujours la tablette. Son visage était devenu gris. Pas pâle mais gris. Comme si quelque chose à l'intérieur de lui s'était gâté. Puis il a crié « Non. Cela ne peut pas être vrai. » Les gens dans le hall se sont retournés. Marabelle a tendu la main pour prendre la tablette mais Martin la serrait comme s'il s'agissait d'une preuve sur une scène de crime. Paula a murmuré « Martin, s'il te plaît. » C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle savait. Peut-être pas tout mais assez. Je me suis rapproché même si Dana m'avait dit d'attendre. Ma voix était faible mais elle portait. Qui est Caleb Winslow ? Martin a pivoté vers moi. Pour la première fois depuis mon réveil, il semblait avoir peur de moi. Pas pour moi. De moi. Il a dit, Ivy, retourne dans ta chambre. J'ai demandé à nouveau. Qui est-il ? Brona nous a regardés l'un après l'autre et semblait soudain moins agacée. Paula s'est mise à pleurer silencieusement. Martin l'a pointé du doigt. Ne dis pas un mot. Sa voix n'était plus que panique pure. Cela ne ressemblait pas à un père protégeant sa fille. Cela ressemblait à un homme gardant un sous-sol verrouillé pendant que de la fumée s'échappait sous la porte. Marabelle a appelé la sécurité. Non pas parce que quelqu'un avait été violent mais parce que le hall était devenu trop silencieux. Martin a fait un pas vers moi et a dit, « Cet homme n'est personne. Il n'a pas le droit d'être près de toi. » J'ai regardé le registre des visiteurs qui brillait toujours dans sa main. Il a été ici plus que tu ne l'as été. Cette phrase a atterri plus lourdement que n'importe quel cri. La mâchoire de Martin s'est crispée. Tu ne comprends pas ce qu'il est. Paula a soudainement sangloté. Martin, ça suffit. Il s'est retourné vers elle si vite que Brona a tressailli. Paula s'est couvert la bouche mais la vérité avait déjà commencé à bouger. Elle a dit, Ivy, je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai senti l'air changer autour de moi. Dana est venue se placer derrière mon fauteuil roulant avec une main sur la poignée. Elle me stabilisait sans me faire sentir faible. Martin a dit, Paula, je jure devant Dieu.
Paula l'a regardé avec 30 ans de peur et a dit, elle a failli mourir. Il l'a trouvée parce que nous l'avons abandonnée. Peut-être que Dieu ne veut plus nous laisser enterrer ça. Bruna a murmuré, enterrer quoi? Personne ne lui a répondu. Les yeux de Martin sont passés de Paula à moi puis à la tablette. Et soudain l'homme qui avait passé ma vie à me dire que je lui étais redevable ressemblait à celui qui avait une dette trop grande pour y survivre. Plus tard les morceaux sont sortis rapidement et de manière laide. Caleb Winslow avait connu Paula avant qu'elle n'épouse Martin. Il l'avait aimée. Elle était tombée enceinte avant que Caleb ne parte pour une mission médicale de la marine à l'étranger. Martin qui courtisait déjà Paula l'a convaincu que Caleb ne reviendrait pas. Puis après ma naissance il a envoyé une lettre à Caleb. Pas de Paula mais de lui-même en prétendant parler au nom de la famille. La lettre disait que le bébé n'avait pas survécu. Elle disait que Paula ne voulait aucun contact. Elle disait que toute nouvelle tentative serait considérée comme du harcèlement. Caleb croyait que sa fille était morte. Paula a dit qu'elle n'avait pas eu connaissance de la lettre exacte avant des années plus tard. Mais elle en savait assez. Elle savait que Martin avait fait disparaître Caleb de nos vies. Elle savait que je n'étais pas la fille biologique de Martin. Elle est restée silencieuse parce que le mensonge lui donnait une maison. Un mari. Un nom et une histoire que les gens respectaient. Martin m'avait élevé parce que partir l'aurait exposé. Mais il m'avait puni parce qu'à chaque fois qu'il me regardait il voyait l'homme qu'il avait effacé. C'était le secret de 30 ans. Pas une liaison. Pas une erreur. Un vol. Il avait volé un père à sa fille et une fille à son père. Puis il m'avait fait passer ma vie à payer un loyer à l'intérieur de son mensonge. La sécurité a escorté Martin loin de la réception mais pas hors de l'hôpital. Les hommes comme Martin ne partent pas quand ils sont exposés. Ils essaient de réécrire la scène. Il est venu dans ma chambre de soins intensifs 20 minutes plus tard avec Paula derrière lui et Bruna pleurant dans le couloir. Du mascara coulait sur son visage comme si elle venait de découvrir que la tragédie n'était pas du bon contenu. J'étais de retour au lit à ce moment-là. Épuisé. Un moniteur cardiaque branché et les mains froides sous la couverture. Martin est entré sans demander la permission. Dana l'a suivi et s'est tenue près de la porte. Il l'a regardée et a dit, c'est une affaire de famille. Elle m'a regardé. J'ai dit, elle reste. C'était la première fois que je le contredisais dans une pièce pleine de gens. Il a cligné des yeux comme si je l'avais giflé. Puis il a essayé l'ancienne voix. La calme. La déçue. Ivy, tu es malade. Tu es confuse. Cet homme a manipulé l'hôpital. Il essaie de s'insérer dans notre famille parce qu'il pense qu'il y a de l'argent en jeu. J'ai presque ri. Caleb s'était assis à l'extérieur de ma chambre de soins intensifs pendant que Martin était à Hawaï. Me demandant par message vocal de ne pas rendre les choses plus difficiles. L'argent n'était pas la raison pour laquelle Caleb était venu. L'argent était la raison pour laquelle Martin était revenu. J'ai demandé, lui as-tu dit que j'étais morte? Martin n'a pas répondu. Paula s'est couvert le visage. C'était une réponse suffisante. J'ai demandé à nouveau plus lentement. As-tu dit à Caleb Winslow que son bébé était mort? Martin a dit, j'ai fait ce que je devais faire pour protéger cette famille. C'était là. Pas un déni mais une justification. Protéger cette famille. J'avais entendu cette phrase toute ma vie. Cela signifiait protéger son image. Protéger son confort. Protéger son autorité. Jamais me protéger moi. Paula a finalement parlé. Caleb était ton père avant même que Martin ne signe un acte de naissance. Le moniteur à côté de moi a bipé plus vite. Je l'avais su au moment où j'avais vu le visage de Martin devant le registre des visiteurs. Une partie de moi le savait. Mais l'entendre donnait quand même l'impression de passer à travers un plancher auquel j'avais fait confiance pendant 30 ans. Bruna est apparue dans l'encadrement de la porte en secouant la tête. Alors Ivy n'est même pas la vraie fille de papa. Les yeux de Dana ont brillé mais j'ai levé la main avant qu'elle ne puisse parler. J'ai regardé Bruna et j'ai dit, je suis vrai. C'est le problème que tout le monde a essayé de cacher. Quelques minutes plus tard Caleb est apparu derrière la vitre. Il n'a pas fait irruption. Il a frappé doucement à une porte d'hôpital qui était déjà ouverte parce que le respect était apparemment possible même dans un désastre. Dana m'a demandé si je voulais qu'il entre.
Martin a dit, absolument pas. J'ai dit, oui. Caleb est entré lentement. De près j'ai vu des choses qui ont serré ma gorge. Les mêmes yeux bleu-gris. La même ligne entre les sourcils en cas d'inquiétude. La même façon dont sa main gauche se recroquevillait légèrement quand il essayait de ne pas montrer d'émotion. Il s'est arrêté à plusieurs mètres du lit. Ivy, a-t-il dit. Et mon nom sonnait différemment dans sa voix. Pas comme une exigence. Comme une prière qu'il avait eu peur de prononcer à voix haute. Martin a explosé. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Caleb ne l'a pas regardé. Il a gardé les yeux sur moi. Si tu veux que je parte, je le ferai. J'ai demandé, pensais-tu que j'étais morte? Son visage s'est brisé. Seulement pendant les 18 premières années. La pièce est devenue silencieuse. Il m'a raconté qu'il avait reçu la lettre de Martin alors qu'il était en poste à l'étranger. Il avait essayé d'appeler mais le numéro n'était plus attribué. Il avait écrit 2 fois et les 2 lettres étaient revenues. Des années plus tard, il a vu Paula de loin lors d'un événement caritatif à Boston. Elle avait une fille adolescente avec des yeux bleu-gris. Il a su avant de pouvoir le prouver. Il a engagé un enquêteur puis un avocat. Mais toute tentative de contacter la famille a été bloquée. Martin a menacé de demander des ordonnances d'éloignement. Paula a refusé les rencontres. Caleb ne voulait pas détruire la vie qu'il croyait que j'avais. C'était son erreur, a-t-il dit. Je pensais que rester à l'écart était douloureux mais noble. Je pensais que si tu étais aimé je pourrais vivre avec le fait d'être effacé. Puis ses yeux se sont posés une seule fois sur Martin. Je ne savais pas que tu étais utilisé comme une punition pour mon existence. Martin a aboyé que Caleb jouait au héros. Caleb l'a finalement regardé. Non. Un héros arrive à l'heure. Je suis arrivé avec 30 ans de retard. Mais vous l'avez laissé aux soins intensifs pour des vacances qu'elle a payées. Alors ne me parlez pas de ce qui est bien ou mal. Le visage de Martin s'est déformé. Il a dit que j'étais ingrate. Il a dit, le sang ne fait pas un père. Pour une fois j'étais d'accord avec lui. Le sang ne faisait pas un père. Un acte de naissance non plus. Pas plus que 30 ans passés à utiliser le mot fille tout en me traitant comme une facture. J'ai dit à Martin de partir. Il m'a dévisagé comme si la phrase ne se traduisait pas. Je l'ai répété. Sors de ma chambre. Paula a tendu la main vers la mienne mais je me suis éloigné. Toi aussi, j'ai dit. Brenna s'est mise à pleurer plus fort. Elle disait qu'elle ne savait pas. Comme si le fait de ne pas savoir effaçait tout ce qu'elle avait pris. Je l'ai regardée et j'ai dit, l'argent s'arrête aujourd'hui. Les cartes partagées sont fermées aujourd'hui. Les transferts d'urgence sont terminés. L'expression de Martin est passée du choc à la rage. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose avec une clarté parfaite. Me perdre ne lui faisait pas peur. Perdre l'accès à moi si. Caleb s'est écarté lorsque la sécurité est revenue. Il n'a pas touché Martin. Il ne l'a pas menacé. Il s'est simplement tenu là. Calme et solide. Tandis que la famille qui m'avait abandonné était retirée de la pièce à laquelle elle n'avait jamais vraiment appartenu. Après leur départ, j'ai pleuré si fort que ma poitrine me faisait mal. Caleb avait l'air de sentir que chaque larme le coupait. Il a demandé si je voulais qu'il parte. J'ai secoué la tête. Je ne l'ai pas appelé papa. Pas encore. Ce mot était trop lourd. Trop blessé. Trop nouveau. J'ai seulement dit, peux-tu t'asseoir avec moi pendant un moment? Ses yeux se sont remplis. Oui, a-t-il dit. Aussi longtemps que tu le voudras. Il s'est assis sur la chaise à côté de mon lit. La chaise qui était restée vide pendant 5 jours. Et pour la première fois depuis mon réveil, la pièce n'a pas ressemblé à un endroit où j'avais été abandonné. Elle a ressemblé à un endroit où quelqu'un m'avait enfin trouvé. J'ai quitté le centre médical du Commonwealth 11 jours après mon effondrement. Caleb m'a ramené à la maison en voiture. Pas à la manière d'une scène de film dramatique mais prudemment. Silencieusement. Avec un sac en papier d'ordonnance sur le sol et les instructions de sortie pliées dans la poche de son manteau. Il n'a pas demandé à monter. Il n'a pas demandé de titre. Il a simplement porté mon sac jusqu'au hall de mon immeuble et a dit, je suis là quand tu seras prête. Et si être prête prend du temps, je comprends.
C'était le premier cadeau qu'il m'a fait après la vérité. De l'espace. Martin ne m'avait jamais donné d'espace. Il remplissait chaque silence d'obligation. Il a appelé le lendemain matin. Puis Paula a appelé. Puis Brena. Puis de nouveau Martin depuis un autre numéro. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait des choses que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai gelé la carte partagée. J'ai changé chaque mot de passe. J'ai retiré Martin des formulaires de contact d'urgence. J'ai envoyé un message écrit à tous les trois. Je suis en convalescence. Ne me contactez pas pour de l'argent. Ne venez pas à mon appartement. Tout problème ultérieur de compte financier passera par un avocat. Martin a répondu dans les 4 minutes. Tu fais une erreur. Tout ce que j'ai fait c'était pour te protéger. C'était le dernier message de sa part que j'ai lu pendant très longtemps. Caleb m'a aidé à trouver une avocate. Une femme calme nommée Denise. Spécialisée dans les abus financiers familiaux et l'usurpation d'identité. Nous avons découvert que Martin avait utilisé mon nom comme garant sur 2 demandes de crédit commercial. Il m'avait également inscrite comme bailleur de fonds silencieux pour un contrat de rénovation sans mon consentement. Il pensait que parce que j'étais sa fille, mon nom était sa propriété. Denise n'était pas du tout de cet avis. En l'espace d'1 mois, des lettres juridiques ont été envoyées. En 2 mois, Ellison Home Restauration a perdu un client majeur lorsque le litige a été connu dans le cercle des affaires locales de Martin. Les gens qui l'avaient loué comme un père de famille se posaient soudain des questions. Pourquoi était-il allé à Hawaï alors que sa fille était en soins intensifs? Pourquoi un autre homme avait-il été à son chevet chaque nuit? Pourquoi y avait-il un procès impliquant des documents financiers falsifiés? Martin détestait les questions qu'il ne pouvait pas contrôler. Paula a emménagé dans la chambre d'amis de sa sœur à Worcester. Elle m'a envoyé une lettre manuscrite de 6 pages. Ce n'était pas suffisant. Peut-être qu'aucune excuse ne pourrait jamais être suffisante. Mais pour la première fois, elle n'a pas accusé la peur ou le moment ou la survie. Elle a écrit « J'ai choisi le confort au lieu de la vérité et tu en as payé le prix. » J'ai gardé la lettre. Je n'y ai pas répondu tout de suite. Le pardon n'est pas un distributeur automatique où quelqu'un insère des excuses et reçoit à nouveau accès à vous. Le contenu de Brena sur Hawaï n'a jamais été lancé comme elle l'avait prévu. Les marques partenaires se sont retirées lorsque le drame familial a débordé dans sa section de commentaires après qu'un ancien client de Martin a posté des informations sur le procès. Ses fiançailles ne se sont pas terminées immédiatement mais elles se sont fissurées. La famille de son fiancé voulait prendre ses distances avec ce gâchis. Pendant des années, Brena avait cru que sa douceur signifiait que tout le monde devait amortir sa chute. Maintenant il n'y avait plus personne sous elle. Quant à moi, je ne me suis pas précipité pour retourner au travail comme l'ancienne Ivy l'aurait fait. Sentinel Harbor m'a accordé un congé médical. Mon équipe a géré la crise client sans moi, ce qui m'a appris quelque chose d'inconfortable et de libérateur. Le monde ne s'est pas effondré quand je me suis reposé. À mon retour, j'ai négocié un rôle plus sain avec plus d'autorité et de meilleures limites. Plus aucun acte héroïque de nuit sans rotation. J'avais passé des années à penser que l'épuisement prouvait la loyauté. Ce n'était pas le cas. Cela prouvait seulement que j'avais été entraîné à ignorer mes propres alarmes. Caleb et moi avons construit notre relation lentement. Du café le dimanche. De courtes promenades quand mon cardiologue le permettait. Des questions maladroites qui auraient dû appartenir à l'enfance. Quelle musique aimes-tu? Détestes-tu aussi les olives? Étais-tu doué en mathématiques? Te mordais-tu toujours la lèvre en te concentrant? Parfois nous rions. Parfois nous restions assis en silence parce que 30 ans ne peuvent pas être réparés avec une seule conversation émotionnelle dans une chambre d'hôpital. Mais il s'est présenté à chaque fois. Pas parfaitement ni magiquement. Mais constamment. Un dimanche, il a apporté une petite boîte de vieilles lettres qu'il avait écrites à la fille qu'il pensait avoir perdue. Il ne les avait jamais postées car il n'y avait nulle part où les envoyer. J'ai lu la première dans mon appartement avec les mains tremblantes. Elle commençait ainsi, « Si tu avais vécu, je t'aurais dit que tu étais désiré. » J'ai pleuré pour la femme que j'avais été. La fille qui pensait que l'amour devait être mérité par des transferts bancaires et du silence. L'enfant qui essayait de devenir assez utile pour être gardé. Martin m'avait dit un jour que la famille c'était les personnes qui vous donnaient leur nom. Il avait tort. Un nom peut être utilisé comme une laisse.
La vraie famille est la personne qui se présente quand il n'y a rien à gagner. La personne qui s'assoit à côté de la porte vitrée même lorsqu'elle n'est pas sûre d'être autorisée à entrer. La personne qui protège votre vie au lieu de votre utilité. La leçon que j'ai apprise n'était pas que le sang répare tout. Ce n'est pas le cas. Le sang peut mentir. Le mariage peut mentir. Un acte de naissance peut mentir. Mais les actions disent la vérité. Si quelqu'un ne vous aime que lorsque vous payez ou servez ou sauvez ou restez silencieux, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle avec un langage sentimental. Fixer des limites avec les personnes qui vous épuisent n'est pas de la cruauté. C'est une éducation pour votre propre cœur. Cela vous apprend que votre corps compte. Que votre paix compte. Que votre avenir compte. Et que vous n'avez pas à devenir plus petite pour que d'autres personnes puissent se sentir à l'aise. J'ai failli mourir avant de comprendre cela. J'espère que vous n'aurez pas à le faire. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui traite votre épuisement comme un désagrément, écoutez ce que votre corps essaie de vous dire. S'il y a quelqu'un qui se tient silencieusement à l'extérieur de la porte vitrée de votre vie en attendant avec soin au lieu d'exigence. Peut-être autorisez-vous à le remarquer. Parce que les gens qui vous laissent aux soins intensifs pour le paradis auront toujours une excuse. Les gens qui vous aiment trouveront une chaise. Ils s'assiéront et resteront.